Notre invité est une voix bien connue des mélomanes, mais pas que. Clarinettiste et animateur de Tous Classiques sur Radio Classique, Christian Morin partage avec nous son enthousiasme pour la musique jazz et la radio. Il se produira au Musical de Cambrai le 8 juillet 2022 à 20h, dans un programme jazz tout à fait joyeux. Christian Morin, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Quel plaisir et quelle joie de vous accueillir à ce micro pour évoquer le concert que vous et le Jazz Quartet allez donner le 8 juillet à 20h au Théâtre de Cambrai. Ce sera, je crois, une soirée joyeuse, endiablée. Endiablée, oui, il y a des thèmes qui sont plus endiablés que d'autres, pardon. Mais joyeuse certainement, parce que déjà nous, les musiciens avec lesquels je suis, que je vous présenterai un petit peu plus tard, sont heureux de faire cette musique, de la pratiquer, cette musique de jazz que nous aimons, un jazz des années 40, 50 à peu près. Donc c'est forcément joyeux. Et puis j'aime bien, un petit peu à l'instar de ce que je fais à la radio, parler entre les morceaux, raconter un petit peu la genèse de tel ou tel thème que nous allons interpréter. Et il y a une bonne relation avec le public. Je pense que c'est important aussi parce que non seulement après ces 2 années de Covid, mais je crois que les gens ont à nouveau besoin d'une espèce de relation un peu plus humaine, bien qu'elle se soit déshumanisée, parce que là je suis en présentiel avec vous, comme l'on dit, j'ai horreur de ces termes, mais le travail temporaire, le travail à domicile, etc., en télétravail, c'est tout ça. Non, mais rien de mieux que les micros, la scène, la rencontre. Mais exactement. Et la musique aussi, parce que les figures de la musique américaine que vous allez interpréter, ce sont vraiment des légendes qui ont fait l'histoire de cette musique aussi. Mais il y a beaucoup de musique, il y a des thèmes de Gershwin, de Duke Ellington également. De Django Reinhardt. De Cole Porter. Et tous ces gens-là ont fait, je le dis souvent, on a oublié, s'il n'y avait pas eu cette musique de jazz, je pense que tout ce qui est déclinaison aujourd'hui de beaucoup de musique dans le domaine de la variété ne se serait peut-être pas dessiné de la même manière, mais on se rend pas assez compte que le jazz a été une musique de révolution, malgré eux. C'est né même à la fin du 19e. Les Noirs s'ennuyaient, donc ils allaient dans des bistrots à la fin de la semaine, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour se divertir. Certains jouaient un petit peu de guitare, chantaient le blues, déjà dans les champs de coton, c'était pas réjouissant. Et puis petit à petit, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais heureusement qu'il y a eu la pègre et les gangsters irlandais, ça ne me fait pas sourire du tout, juifs ça fascinant. et italiens, parce que ces gens-là, grâce à eux, ils ont pu ouvrir ce qu'on appelait des speakeasy, pour parler poliment des bordels, et puis il y avait de la musique de jazz qui s'est installée, et ça a permis aux musiciens de pouvoir continuer à perpétrer cette musique. Il y a un livre qui s'appelle « Le jazz et les gangsters », où on voit en couverture des gens qui étaient les très très proches gardes du corps, voire tueurs de Al Capone notamment. Et au milieu de la table, vous voyez Louis Armstrong et Duke Ellington. Donc voilà, au moins ça aura servi à ça. Je me rappelle d'une interview de Michel Audiard qui m'avait dit il faudrait élever une statue à Al Capone. J'ai dit, vous n'y pensez pas quand même, il aurait tué de sa propre main 400 personnes, puis quand même, c'est un type un peu particulier. Il m'a dit, oui, mais s'il n'y avait pas eu Al Capone, il n'y aurait pas eu les bordels et les speakeasy, et il n'y aurait peut-être pas eu assez de musique de jazz. Il n'avait pas tout à fait tort, avec sa gouaille à la Michel Audiard. Donc voilà. Alors cette musique, on joue en quartet avec, au piano, Pierre Christophe, qui est un excellent pianiste, vraiment. À la batterie, un batteur qui s'appelle Laurent Bataille, qui en même temps enseigne, ça rejoint presque l'élément musique classique, dont on parlera peut-être. Et il est professeur de percussion au Conservatoire de Paris dans le 20e, et également au Conservatoire de Bordeaux. Et puis, il faut respecter la parité. À la contrebasse, il y a une femme, Patricia Lebeugle, avec qui je travaille depuis plus de 25 ans à peu près, et qui est toujours très enthousiaste, d'ailleurs toujours emballée, heureuse, vous parliez de bonheur, et sa joie de vivre, on la retrouve dans beaucoup de dessins que Cabu faisait quand il allait dans les clubs de jazz. Il venait nous voir, moi c'était un très bon ami, il a beaucoup dessiné cette musique de jazz qu'il adorait, et sur les dessins de Patricia, on voit toujours ce gigantesque sourire qu'elle arbore sur scène.
et que les spectateurs de Cambrai pourront découvrir ce soir-là. Et justement, la scène, qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans votre vie? La scène, c'est... je ne sais pas si ça remonte à une enfance, un besoin de représentation. Quand j'étais gamin, j'avais une admiration pour les gens qui étaient sur scène. Mon père m'emmenait à des spectacles quelquefois, et je voyais ces gens, et quand il m'amenait en coulisses, j'avais 8, 9, 10 ans à peu près, je les approchais. Alors, de pouvoir approcher ces gens-là que l'on avait vus de la salle, mais sans pouvoir les toucher, c'était quelque chose qui me fascinait. Oui. Le théâtre, le Grand Théâtre de Bordeaux, qui est un grand théâtre magnifique, là aussi, quand j'allais voir des spectacles de fin d'année ou au moment de Noël, fascinaient les décors, la musique, musique d'opéra ou d'opérette. Et est-ce que c'est ça qui m'a attiré vers une espèce de lumière? Mais quand on est en représentation, avec la peur que ça engendre, parce que le trac est là quand même. Il ne part jamais, le trac. Oui, non, on arrive à le dominer un petit peu. On le travaille. Je dois dire, mon professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet, me disait, le trac, ça n'existe pas forcément. Lui, le maître trac, si j'ose dire. Mais le trac, c'est une appréhension. Il me dit, mais peu importe si tu te trompes dans ton texte, il y a que toi qui sais le texte, le public ne le connaît pas. Bon, c'est vrai, mais quand même, on essaie de... Vous savez, ces métiers de spectacle, que ce soit la musique ou le théâtre, je crois, Anne-Sandrine, que c'est un peu comme les métiers de coureur cycliste. Vous avez un coureur cycliste qui gagne une étape, et on vient l'interviewer, il a le bouquet de fleurs, et il dit, mais j'espère faire mieux la prochaine fois, et ainsi de suite, pour avoir toujours le maillot jaune. Et donc, on essaie toujours de faire le mieux possible. Quand on regarde votre parcours, dessinateur, musicien, homme de médias, on se rend compte qu'il y a des choses très importantes chez vous. Je pense au plaisir de faire les choses, à la bonne humeur qui semble absolument nécessaire à votre bien-être, la culture, l'amitié. Est-ce que je me trompe? Pas du tout, parce que je crois que ça vient un peu de mon père. Mon père, qui avait été retenu par les Allemands en Pologne pendant 3 ans et demi, avait toujours une espèce de bonne humeur qui a dû le sauver un petit peu de cette période qui a dû être difficile pour tant de gens, malheureusement. Et mon père était un homme joyeux, imprimeur, et heureux de vivre, et toujours le sourire, toujours prêt à faire quelques blagues. Lui-même avait commencé à faire du dessin humoristique dans un journal charentais après la guerre, et il était dessinateur mais autodidacte. Alors c'est lui qui a tiré un petit peu les ficelles. Quand il a vu que je dessinais pas trop mal, on a fait ce qu'on faisait à l'époque, un test psychotechnique. Et les résultats étaient assez étonnants. J'avais peu de tendance à l'agriculture, peu de tendance aux mathématiques, mais la littérature, le dessin, le théâtre. Et alors, je me souviens, dans les résultats de tests que je n'ai vus que longtemps après la disparition de mon père, qui est mort très jeune, alors qu'il ne savait pas que j'allais commencer à faire de la radio un jour, il y avait marqué, ça c'est quand même assez curieux, assez étrange, ces tests duraient 3 jours, c'était la sécurité sociale, c'était pour une orientation professionnelle, il y avait marqué « Christian pourrait être doué pour la profession de speaker ». C'est fou. Comme on disait à l'époque, on ne disait pas animateur de radio. Et je ne l'ai découvert alors que une fois rentré à Europe 1, ce qui est amusant. Et d'ailleurs, quand vous êtes rentré à Europe 1, vous avez demandé un stage de speaker, si je ne me trompe pas. Mais c'est exactement... En vous trompant de terme, puisqu'on ne parlait déjà plus de speaker. On m'a dit exactement, on m'a dit, mais on dit plus speaker. Oui. Et en fait, pourquoi la radio, après avoir fait 7 ans de Beaux-Arts et puis appris à jouer d'un instrument de musique et commencé à faire déjà du jazz, beaucoup plus jeune, avec cette chance que nous avons eue de monter des festivals sur le bassin d'Arcachon, et de jouer lors de concerts avec des musiciens américains que j'ai rencontrés, de solistes de Count Basie ou de Ellington, formidable, quand on a 17 ou 18 ans. Et pendant des années, je travaillais aussi pour une semaine culturelle à Bordeaux qui s'appelle la Semaine Sigma, et j'ai commencé à faire du dessin humoristique dans le journal Sud-Ouest, où 10 ans avant moi était venu un jeune homme qui s'appelle toujours Sampé, mon idole, entre autres. Et
j'ai essayé, en arrivant à Paris, à la fin de mon service militaire et venant de perdre mon père, de réunir tout ce que j'avais pu faire pendant ces années-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait réunir la même chose? J'avais une grande admiration à ce moment-là pour Jacques Chancel. Je voyais un homme réunir des gens comme Georges Brassens, Karajan, Rostropovitch, oui. Yves Montand sur le même plateau, mais la télévision me faisait peur. Alors je me suis dit, pourquoi pas la radio? Et puis cette radio que j'écoutais étant gamin, où il y avait beaucoup de musique classique qui était distillée, de musique de variété, des émissions politiques, etc. J'écoutais même la voix de Marcel Pagnol, qui lisait les textes de la gloire de mon père ou du château de ma mère à la radio le dimanche soir pour m'endormir. Formidable. Et donc je suis allé, comme vous le disiez, pousser la porte d'Europe 1 en demandant s'il y avait des stages pour devenir speaker. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre mon métier de façon extraordinaire, en croisant des gens comme Pierre Bellemare notamment. Et ce métier s'est mis à m'accrocher, mais vraiment beaucoup. Mais oui, et vous êtes un animateur très apprécié sur Radio Classique. Et la semaine dernière, j'ai interviewé un avocat. Je parle de vous en me disant, la semaine prochaine, je rencontre Christian Morin. Il entend votre nom et il s'exclame, ah, le monsieur loyal de la musique classique. Ah, c'est gentil. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce titre-là? Non, parce que je ne suis pas un spécialiste au sens où on l'entend, tel que des gens comme Alain Duhaut, Ève Ruggieri ou voire Francis Drezel, mon directeur de la programmation, enfin le directeur de la programmation, le directeur de la musique de Radio Classique, c'est lui qui donne toute cette couleur Radio Classique, et c'est un immense spécialiste. Quand je suis rentré, j'ai beaucoup appris avec lui d'ailleurs, et je continue tous les jours. Mais ce que voulait le directeur qui m'a engagé à l'époque, il voulait quelqu'un qui ne présente pas la musique classique de façon trop conventionnelle, c'est-à-dire pas très mondain, un peu, ne pas ennuyer les gens. Il voulait quelqu'un... Alors j'ai essayé de trouver un ton, oui. Mais au début, je dois dire que ça ne plaisait pas à tout le monde, hein, parce que puis ça plaît peut-être pas encore à certains. Il faudrait que ce soit un peu plus guindé. Et le directeur voulait quelqu'un qui vienne passer un bon moment, vous qui faites de la radio, vous le savez, oui. Avec les auditeurs. Et comme j'ai appris à faire de la radio telle qu'on nous l'apprenait à Europe 1, qui était pour moi le conservatoire de la télévision, qui est arrivé après, mais on nous apprenait à parler à l'auditeur. C'est-à-dire, quand vous parlez à un auditeur, l'auditeur est symbolisé par le micro, mais on s'adresse à un auditeur. À une personne. Il y en a peut-être 250 000 ou 300 000 ou 50 000, mais on s'adresse à un auditeur pour qu'il soit concerné par ce que vous lui dites. Et quand vous avez pris cette habitude, après, vous vous apercevez que c'est assez simple de pouvoir... là, je m'adresse à vous, mais tout le monde en profite. Ben, c'est ça. Ressemble votre quotidien d'animateur de radio? Je pense que les auditeurs seraient contents de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Écoutez, là je viens de sortir de la radio, je suis avec vous pour une interview, ensuite je vais aller déjeuner brièvement, et puis cet après-midi au programme, j'ai 1 heure et demie de clarinette prévue. Pour entretenir les doigts, parce que c'est comme de la gymnastique au bout d'un moment. Et puis ensuite j'ai un travail de texte dessiné à accompagner les dessins que je fais tous les mois pour une revue qui s'appelle Notre Temps, et ce sont des dessins qui illustrent la musique classique, des thèmes que j'ai commencé à utiliser parce que je me demandais ce que je pouvais raconter sur Radio Classique, et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'anecdotes, parfois assez drôles, allant avec la musique classique, que ce soit de Rossini à quelques autres. Et j'en ai fait un livre qui s'appelle Notes légères, d'ailleurs, et vous voyez, on revient à la légèreté, et à mon père, cette légèreté, parce que je trouve que la vie est suffisamment difficile ou lourde par moments, sans qu'on en soit prévenu d'ailleurs, sans qu'on s'y attende,
pour ne pas avoir un peu de légèreté. Je pense qu'on peut faire les choses sérieusement, mais avec légèreté aussi. Oui, et puis les artistes, vous les soutenez aussi, certains sont vos amis, et ça donne du plaisir dans son quotidien. Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais vous savez, je pense que c'est pas très sérieux, vous vous rendez compte, quand on demande à mon fils, quand il était plus jeune, que fait ton père? Alors je lui avais dit, t'as qu'à répondre saltimbanque. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui a fait des études, qui a même pas passé le bac, j'ai même pas passé le brevet. J'ai un brevet de natation, en revanche, j'ai un certificat d'études tel qu'on le passait autrefois, mais comme j'ai commencé à suivre les cours du soir très tôt aux Beaux-Arts, j'ai décroché à partir du brevet, et alors quand je suis rentré aux Beaux-Arts, ça a été le jour et la nuit, mais enfin, vous vous rendez compte, quelqu'un qui joue de la clarinette, qui a présenté des jeux à la télévision, c'est pas très sérieux, c'est pas très intellectuel pour certains, qui a présenté des émissions de variété, qui a fait beaucoup de radio sur Radio Monte-Carlo, qui a participé à une belle aventure avec Philippe Bouvard et les grosses têtes pendant 2 ou 3 ans, qui a fait un peu de théâtre, j'ai tourné dans quelques films aussi. Donc, l'ensemble n'est pas très sérieux, mais j'ai fait toujours ça avec légèreté et malgré les quelques années passées, je me sens encore très léger aujourd'hui. Et vous vous amusez toujours, et on va avoir le plaisir de vous écouter cet été, déjà le 8 juillet au Théâtre de Cambrai, et ensuite vous allez donner quelques concerts en France également. Oui, j'ai d'autres concerts du côté de Béziers à la fin du mois de juillet, il y a un festival qui mélange le théâtre et la musique, c'est le festival de Jarnac, qui est dirigé par un de mes amis qui s'appelle Pierre Bonnier, qui est producteur aussi de théâtre, un homme du Sud-Ouest comme moi, et qui a décidé, il a dit, mais pourquoi tout se passe à Paris? Et je veux avoir le meilleur, mais aussi à Jarnac. Donc il a monté un très beau festival au bord de la Charente, je vous laisse imaginer. Mais Cambrai, je suis ravi d'y aller, parce que il y a eu des interruptions aussi avec le Covid. Donc ils n'ont pas toujours été très gâtés. Et je devais présenter il y a 2 ans. Oui, c'est un concert qui a été remis, je crois. Voilà, ça a été annulé. Pauline Lambert, que l'on retrouve l'après-midi, a présenté le festival de Cambrai l'année dernière. Et très gentiment, ils m'ont dit, mais vous n'allez pas venir présenter, vous allez venir jouer. Donc, mais c'est une obligation tellement agréable. Oui, et un peu de légèreté avec le jazz américain. Voilà, de jazz américain, on passera un très très bon moment. C'est un jazz, vous savez, ça va de Nat King Cole à Sinatra, des thèmes que tout le monde connaît. Et puis, c'est une musique joyeuse avec des jolies mélodies. Il y a de belles programmations, en tous les cas, en perspective. Merci beaucoup, Christian Morin. Et puis, vous savez, pour terminer, pardon, on reste à la disposition du public. Donc, s'ils ont envie d'un morceau supplémentaire, on est toujours là, à leur disposition. C'est notre métier. Hein. Et on n'oublie pas que vous raconterez aussi les anecdotes et les histoires, et que vous emmènerez le public entre les morceaux de musique. Tout à fait. Voilà. Un grand merci. Merci Anne-Sandrine. Merci, Christian.